et bienvenue à ce premier épisode de la 3e saison du Petit Paquet. Ouais, troisième saison, on coupe ça en saison. Oui, c'est le début de la 3e année, la 3e saison. François Côté accompagné de Stéphane Morneau. Chachou est pas là. Mais oui, pas de Mathieu. Mais on s'est trouvé un autre collaborateur pour cette semaine. Ouais. Bray Wyatt peut bien s'en venir avec les marionnettes tant qu'il voudra. Nous autres, on a Bourrasque. Il est-tu pas beau, rien qu'un peu? Puis là, ce qui me fait le plus de peine de l'absence de Mathieu aujourd'hui, c'est que là, je vais être obligé de t'écouter parler. Ouais, tu pourras pas juste surfer sur les Parce que interwebs. d'habitude, je vous lance, puis là, je check de quoi qu'on va jaser ensuite. Sauf que là, va falloir que je t'écoute. C'est gossant, ça. Faire du contenu pour une fois. Non, damn it. Tu iras sur le dark web, comme dirait Kelly. Ouais, non, je suis pas sûr que je veux aller parcourir le même dark web que Kelly. Ça, Yes, c'est. Seigneur. Non, d'ailleurs, t'as passé beaucoup de temps avec, là, Kelly, parce que c'était Raw SmackDown à Montréal. Donc, Oui. Ben, toi à Raw, moi à SmackDown. Gros week-end de lutte. C'est ça. Tu sais, Kelly. carte partagée. C'est ça, exactement. C'est partagé, Kelly. Tu as eu droit à Cossette aussi lundi. Qui est tombé au combat, qui est pas venu mardi. Petite baisse d'énergie qu'un nouveau bébé à la maison. Ben le oui, Cossette, on je l'ai comprend perdu vers 9h30. Là. Il n'y avait plus le même niveau. Il n'y avait pas la même flamme dans l'œil. Mais de toute façon, Cossette, quand il est fatigué ou qu'il est malade, c'est là qu'il est le plus agréable. Parce que ça ramène son niveau d'énergie à un niveau comme endurable, contrairement au reste du temps où là, il est comme Kelly, puis il danse, puis il chante. Écoute, vous passerez une soirée avec Kelly et Cossette, vous allez tout comprendre. Il y a du chant, il y a du karaoké, des références louches à Paul Piché. Ça n'a jamais de fin. Mais moi, j'ai été bright parce que je me suis mis un des petits gars à Kelly, Louis-Michel Lelièvre, entre nous deux, entre moi et Kelly. Donc, ça donnait un buffer qui était très agréable. C'était donc le Superstar Shake-Up, le International Superstar Shake-Up. Qu'est-ce qui était l'international à part d'être au Canada? Avant qu'on parle des noms en tant que tel, Stéphane, le concept depuis 2 ans, là, depuis qu'on s'est éloigné des GM, puis des échanges, puis des drafts, ça amène une situation où il n'y a comme pas d'enjeu. C'est juste comme, tout d'un coup, la musique de quelqu'un part, puis c'est comme, t'es rendu à Raw. C'est fascinant qu'ils ont réussi à ne pas récupérer une des seules affaires du sport professionnel qui pourrait juste prendre et dire « Hey, on fait une journée de draft ». La NFL le fait pendant 3 jours à la TV, puis il y a du monde qui le regarde. Même chose au hockey, on regarde un boulier avec des balles, puis on capote. Mais la WWE ont décidé de ne plus le faire. Ils l'avaient à l'époque, brasser des boules, puis mettre un faux suspense, puis tel GM a le premier choix. Puis là, on est rendu dans une espèce de brassage où l'aspect de vente, c'est il va y avoir des surprises. Puis là, quand tu y assistes en direct ou tu le regardes en direct, puis qu'il n'y a pas tant de surprises, c'est difficile d'être vraiment investi parce que tu t'attendais à plus. On dirait que le fait d'en faire un shake-up, un gros happening, tu te dis ça va être des émissions pivots, puis les choses vont changer à partir de là. C'était pas ça. Puis écoute, à part 2-3 petites exceptions qu'on va parler, il n'y a rien là-dedans qui est world beater. Puis une autre affaire aussi, c'est qu'on dirait, quand tu passes ton année un peu à établir tout le monde comme étant un peu des mid-carters, on n'a pas le feeling qu'il y a des énormes vedettes. Tout le monde est juste comme... Au lieu d'avoir un range de là à là, tout le monde est comme écrasé ici. Puis là, ce que ça fait, c'est que OK, Andrade Switch, puis là, tu vois des noms, puis c'est comme, OK, tu regardes quel adversaire potentiel, quel nouveau match-up ça peut faire, mais au-delà de ça, il n'y a pas de comme, oh my God. Peut-être qu'une fois que le move à Fox va être fait, puis que là, les 2 shows vont être plus séparés dans la semaine, peut-être qu'on va avoir un feeling de 2 shows différents, plus important, mais là, pour l'instant, c'est juste comme, bon, tu fais juste me mélanger dans les 5 heures de lutte en 2 jours, qui est où, puis ça change pas grand-chose. Ils se sont un peu tirés dans le pied aussi parce que, là, quelques mois, quand les McMahon ont fait « On écoute les gens, plus de lutte, moins de GM et tout ça », ils ont commencé aussi à rendre la frontière pas mal plus perméable. Tu avais Ricochet et Aleister Black, notamment, qui étaient des 2 côtés. Ouais, tous les nouveaux call-up qui, depuis un mois, se promènent entre les 2 brands. Les championnes par équipe de féminine se promènent. Becky a 2 championnats, se promènent. Donc là, si tu regardes Raw et SmackDown de façon consécutive, t'as beaucoup de redites. T'as exactement le même angle de Becky Lynch qui est roulé 2 fois. Même chose avec les Iconics. Lars Sullivan en doublé. T'es comme, OK, mais
sais, tu avais des éléments distinctifs à l'époque, même s'il y avait des défauts dans les deux shows. Ben oui. Là, j'ai quasiment 40% des deux soirées qui sont identiques. Même que Becky rentre à SmackDown en disant ben, je vais me répéter un peu, mais je suis vraiment contente d'être là. Ben ouais, t'étais là hier, t'as fait exactement la même chose. Puis sur place, sans les commentaires TV, t'es jamais sûr à 100%, OK, il est-tu juste là pour asseoir ou il a switché? Puis là, t'as un Lars Sullivan qui se pointe à Raw où tu fais comme, bon, OK, Lars va être à Raw. Non, il est à SmackDown finalement parce qu'il s'est pointé à SmackDown aussi. Fait que t'attends la confirmation, puis c'est ça, c'est 2 jours après, quand là, t'as la liste officielle, je me dis, bon, OK, ils ont vraiment décidé que c'est ça qui arrivait. Et c'est niaiseux. Tu fais une émission télé, un Superstar Shake-Up, la moitié des noms n'ont pas été à l'écran ou n'ont pas été mentionnés ou ils n'ont pas eu d'histoire qui valent la peine. Ils ont brisé les groupes sans le mentionner, des équipes. Puis ben, ça sert à quoi de faire un Superstar Shake-Up si tu fais pas un Superstar Shake-Up à l'écran? Je comprends juste pas l'intérêt. Donc ça devient un Raw et un SmackDown régulier. Et on va se le dire, Raw était très ordinaire. SmackDown nous a donné de la bonne lutte. Mais on peut pas dire, en tant que partisan montréalais, qu'on a eu les 2 soirées de l'année à 2 semaines de WrestleMania. Là, on n'a pas été gâtés. C'était correct. Moi, Raw, en l'écoutant à la télé, j'étais comme, ah, OK, je suis content de ne pas être allé sur place parce que j'étais comme, il me semble que c'est plate, qu'il n'y a rien. SmackDown, on a eu du fun. Est-ce que c'était juste parce que j'étais sur place puis que j'étais un peu chaud d'ail? C'est très possible. À partir de quelle heure tu as commencé à te réchauffer? Si c'était à 8h15, tu as eu du fun tout le long. Si c'était à 9h30, tu as eu du fun au main event. Moi, je te dirais qu'à la maison, je l'écoutais et je me ouais, il se passe pas grand-chose. Hein, le segment d'ouverture, c'était 10 minutes trop long. Après ça, OK, Big O, c'est drôle, mais le combat est plate pareil. Ça a été un beau moment sur place. Ça, c'est le genre d'affaire que peut-être qu'à la TV, ça sort plus ou moins bien, mais que sur place, KO était là, puis là, c'est le pop KO. C'est ça, exactement. Mais tout le reste, c'est comme, bon, fini là, mais j'étais pas mal sûr qu'elle allait être là. C'est pas une très grosse surprise. Quand le show a commencé, j'étais à 1,5 bière déjà. Fait que ça veut dire ça veut dire 23 piastres de bière à peu près. Là, si on compte il y a le petit kiosque avec les bières en bouteille à 8,50. T'es comme, si tu joues bien tes cartes, là, tu peux t'en sortir au prix bar. Mais faut que tu te lèves souvent. Je dois pas jouer mes cartes comme il faut. Non, t'as pas joué tes cartes comme il faut. T'as pris la grosse draft à 14 piastres, puis il passe juste à côté de nous autres. Là. T'es un amateur. Il m'apporte de la bière à mon siège. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais t'as juste ça à faire. T'as levé, il y a des pauses publicitaires puis des vidéos paquets. En plus, c'est tellement long. Bon, justement, parlons là, des noms qui ont changé d'adresse. Bon, les 2 plus gros noms, évidemment, les 2 top face de chaque côté ont changé d'adresse. AJ Styles qui va faire le tour du côté de Raw. Roman Reigns s'en vient à SmackDown. C'est pas un move surprenant. On veut établir SmackDown comme étant un gros brand avec le move à Fox, justement. Puis là, Roman va pouvoir être la tête d'affiche de tout ça. Là. Je suis content qu'il l'ait fait. J'avais peur au début qu'il change les champions de brand au lieu de changer Roman, justement pour préserver que Raw c'est Roman Reigns. Parce qu'il fallait que tu sépares Roman et Seth Rollins. Sinon, il fallait que tu les mettes en rivalité en dedans de 6 mois. Puis je pense qu'on voulait pas aller là. Donc, comment tu les sépares? Ben, envoyer Roman à SmackDown. Je pense que c'est le bon move. Je pensais que c'est Braun qui allait faire le move. Avec le championnat. Mais non, carrément Roman Reigns à SmackDown. Puis, honnêtement, ça va lui faire du bien. Nouveau beat, nouvelle rivalité. Peut-être aussi moins de pression parce qu'il y a 1 heure de moins de show. Donc, il y a peut-être des semaines où il n'y aura pas le segment obligatoire de Roman est cool, il vient battre des gens. Donc, je pense que pour l'aspect rythme télé, ça va nous faire du bien, ça. Mais là, est-ce qu'il s'en va des pattes de Kofi tout de suite en partant pour gagner le titre? Non, pas Kofi tout de suite, pas Kofi. Je pense que là, tu le fais arriver à SmackDown. Il n'y a pas énormément de gros méchants, mais tu peux le faire arriver doucement à SmackDown. Peut-être un Lars Sullivan dans un plus ou moins rapproché. Ou moi, j'ai lu Elias. Randy Orton, Elias qui était le premier. Dans les nouvelles, dans les changements d'adresse, justement, il y a eu Elias. Puis que ce serait peut-être la première rivalité de Roman à SmackDown. Tant qu'à l'amener ensemble, tu fais un premier 2-3 mois avec ça. Kofi, il faut que tu le laisses justement là s'établir, respirer. Il n'y a pas tant d'aspirants dans l'immédiat, par exemple. Ça reste à voir où ils vont aller avec ça. Moi, j'étais sûr qu'ils pullaient un KO heel turn directement. J'y crois pas à Kevin Owens en face. Ça rentre pas, ça compute pas. Non, moi, je pense que ça marche. C'est juste que KO a tellement été un heel efficace qu'on attend toujours le turn. Ben oui. Puis, parce que c'est un peu ça son personnage. Comme ça s'arrêtait le temps. Le New Day est affaibli.
pow, tu le fais, mais je comprends, tu veux l'établir comme un gros face, mais qui va rivaliser avec Kofi? Surtout qu'on va en parler tantôt, il n'y a plus de gros heels, puis il y a des blessures à SmackDown. Fait que c'est comme, OK, mais tu peux pas avoir un champion incontesté sans aspirant. Donc, je suis curieux de voir, il y a Money in the Bank qui s'en vient. Ouais. Ça, c'est un autre truc qui m'a déçu. Autant au Raw après WrestleMania que dans le Superstar Shake-Up, ils n'ont rien installé à peu près. À part Becky contre Lacey Evans. Il n'y a pas tant de rivalité qui avance. Puis Money in the Bank, c'est pas dans 6 mois, c'est même pas 3 semaines. Donc, il faut que tu établisses déjà tes prochaines rivalités. Mais là, il n'y a absolument rien. Fait que tu nous mets 2 semaines en suspens après WrestleMania. OK, bon, c'est le fun. C'est comme des émissions intemporelles. Mais des émissions intemporelles, j'ai eu 4 apparitions de Lars Sullivan, 22 de Lacey Evans. C'est pas des émissions intemporelles, j'appelle ça du remplissage. Puis t'es pas supposé d'avoir des émissions de remplissage tout de suite après WrestleMania, dans un shake-up. Puis shake-up, en plus, on m'a pas fait la liste. Il n'y a pas tant de gros noms de NXT non plus. C'est peut-être ça qui était décevant. On a comme fait, ouais, ils sont où le bang? Il n'y a pas d'agent libre, il n'y a pas de gros noms. Rey Mysterio, c'est plus un gros nom, c'est plus une surprise. Donc, à part Roman Reigns puis AJ Styles puis les championnats mineurs qui ont fait un versant aussi, il est où l'impact? Ça va redevenir la même poutine en dedans de 2 semaines. Ouais. On va retomber dans nos pantoufles. Est-ce que c'est le début de la saison morte dans mon cas pour la WWE? Ça pourrait que je sois moins attentif, moi, jusqu'à cet été. Il n'y a rien là-dedans qui me fait dire « Cool! » Ça a renoué mon intérêt. AJ, ça va faire du bien aussi de changer d'adresse, d'avoir les nouveaux match-ups. Ouais. Même chose avec Finn Balor qui l'a lui aussi passé du côté de SmackDown. The Miz, un gros morceau qu'on ramène à Raw. Ricochet, Black vont être à Raw aussi. Donc, tu sais, Raw a ramassé quand même des gros morceaux. Rumeur intéressante. Fox, dans les games de baseball cette semaine, runait des promos pour SmackDown à l'automne. Avec principalement des images de Roman Reigns, de John Cena, de The Undertaker, puis de Rey Mysterio. Seigneur. Là, Rey Mysterio vient de passer à Raw. Fait que c'est-tu des plans qui ont changé ou ça c'était comme les gros noms qu'il leur avait promis, puis que là, finalement, est-ce qu'il va se repasser autre chose avec Mysterio s'il a été tassé de ces plans-là? Il y a des rumeurs que The Rock va peut-être être là au premier show pour kicker ça off comme c'est la même chose avec l'Undertaker. L'Undertaker a une relation très forte avec SmackDown à cause des années qu'il a passées. Donc, on peut se permettre de jouer juste sur l'historique de Taker à SmackDown, puis qui se pointe une fois au premier, puis après ça, qu'on ne le revoit plus. Je pense pas que Taker va être là weekly à SmackDown. Non, puis même Cena, il va venir faire Halo, puis that's it. Ouais, c'est ça. C'est correct, c'est de la promo aussi. Veux pas, faut que tu le vendes, cette émission-là, parce que pour nous, ça n'a pas tant d'impact au Canada, mais c'est une grosse manœuvre, parce que Fox, c'est pas un réseau câblé, c'est un réseau national. Donc, tu t'exposes à des centaines de millions de gens versus des dizaines de millions de gens. Donc, il y a un gros saut. Puis même si le vendredi soir n'est pas une case horaire aussi intéressante que le mardi soir, par exemple, au niveau du primetime television, ça se pourrait qu'il double ou qu'il triple l'auditoire juste avec ce changement-là. Donc, ça va... Comment dire? L'impact va être là, mais j'ai peur que là on a 6 mois avant ce 6-4 qui se passe juste pas grand-chose. C'est possible. Mais la game vient de changer. La game vient de changer. Roman Reigns... Pense Internet. Roman Reigns va être champion de SmackDown probablement avant la fin de l'été. Reste à voir comment ils vont se rendre jusque-là. Ouais. Mais il va ramasser cette ceinture-là plus tôt que tard. 2 nouvelles acquisitions pour Raw. Eric et Ivar. C'est qui ça, Eric et Ivar? Évidemment, personne ne connaît ces noms-là parce que Vince, apparemment, la journée du show, a décidé de repackager. War Machine avait été repackagé en War Raiders parce qu'il y avait déjà Heavy Machinery. Puis là, The Viking Experience ont fait leur début à Raw. C'est le pire nom du monde. Apparemment, le nom allait être Berserkers jusqu'à quelques heures avant le début du show où là, c'était comme... C'est pas assez clair, c'est pas assez évident, faut croire, puis... C'est pas assez clair. Ils sont à ça de rentrer avec un chapeau à cornes puis une petite trompette. C'est déjà un peu ça, mais c'est juste de souligner des... C'est de surligner des choses qui n'ont pas besoin d'être ça. OK, c'était clair là, qu'il y avait une gimmick de... Puis le changement de nom, really, là, Ivar, puis ils sont corrects, le nom. Ça fait 10 ans qu'on les connaît comme Manson puis Rowe, veux-tu bien...
quand même, mettons que tu les appelles les Vikings, correct, fine. Pourquoi c'est pas Roll Viking? Qu'est-ce que ça change dans vos vies? Y a-tu besoin de s'appeler Ivar? Ah, puis parce qu'en même temps, dans la tête de Vince, les carrières à l'extérieur de WWE n'ont pas d'importance. Il voit il voit pas, pour lui, c'est pas payant, on dirait, de garder les mêmes noms avec qui ils ont été connus parce qu'il se dit le monde les connaisse pas. Mais d'un autre côté, c'était champion par équipe de NXT. C'est pas comme s'il n'était pas dans ton écosystème déjà. Sans les belts, sans les ceintures, sans le même nom, mais la même musique. C'est la même gimmick. Là. Ils n'ont rien changé à part le nom. C'est comme... Les gens crient War. Mais là, on va essayer de chanter Viking Experience. Hey, hein? Ça va être le fun. Hey, je les adore, le War Machine. Je vous les ai hypés dès qu'ils ont été signés. J'avais hâte de les voir. J'étais content de leur push à NXT. Là, ils m'ont détruit ma bulle. Là. Quand j'ai vu le super de Viking Experience, je fait hein? Why? C'est un argument de plus dans l'optique, dans la façon de penser de NXT devrait vraiment réellement devenir une troisième brand, non pas une fédération de développement, parce que tout ce que Triple H fait à la NXT souvent est ruiné par Vince sur le main roster. Non, la solution, c'est d'amener Vince en arrière de la chaîne puis de l'achever. Il est passé 72, 73 ans. Hunter a dit en entrevue récemment qu'il ne voit pas un jour où Vince ne prendra pas de décision. Fait que c'est quand il va être sur son lit de mort que Vince va arrêter d'être à Raw SmackDown. Sans dire qu'on veut devancer tout ça. On va peut-être c'est ça, on peut pas être dans la position où on souhaite du malheur à quelqu'un, mais hey, là, ça fait longtemps que Vince McMahon n'est plus tant connecté que ça. Puis il y a plein de bonnes démonstrations que la WWE est capable d'avoir des bonnes idées, mais dès que Vince est plus hands-on sur un produit, ben ça dérape. Je m'excuse, le Viking Experience, c'est bof. Là, tu sais, un petit retour des McMahon à Raw, Stephanie et Shane étaient ensemble. C'est clairement du Vince, ça aussi. On va aller chercher du Heel Heat sur les McMahon pour lui-même prendre du Heel Heat pour introduire Roman Reigns à SmackDown. Je suis comme, c'est pas ça l'avenir de la compagnie, c'est ailleurs. Mais ils font encore de l'argent comme de l'eau, ça va encore bien. Les shows en Arabie, c'est comme un chèque en blanc. Il n'y a pas de raison de changer parce que ses actionnaires sont contents, mais éventuellement, les actionnaires vont peut-être faire hey, t'as peu, ça marche plus cette affaire-là. Peut-être que Fox va précipiter ça, mais pour l'instant, Vince est un obstacle à l'avenir de l'organisation, même si c'est niaiseux de dire ça parce qu'ils sont super en santé financièrement, mais en tant que téléspectateur, moi, j'ai plus tant de fun que ça. C'est ça qui arrive. Beaucoup de femmes aussi qui ont joué SmackDown. Bayley, Ember Moon, Kairi Sane, Liv Morgan, Mickie James. Donc, on booste la division féminine de SmackDown. J'ai rien contre. D'un autre côté, on la booste. On la regardera pas plus que d'habitude. La seule histoire qu'il y a de l'amour, c'est Becky Lynch. Donc, Asuka a été championne de SmackDown pendant 3 mois dans l'anonymat quasiment le plus complet. Puis là, à cette heure, c'est une double championne. Fait qu'on roule la même histoire dans 2 shows. Puis là, Kairi Sane est montée. Fait que là, évidemment, on la monte en tag team. Puis là, évidemment, il y a des 2 japonaises. C'est sûr qu'ils sont amis. Ils viennent de la même place. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'être dans la même équipe. Ils sont pareils. Ils sont pareils. C'est pas raciste. J'ai vu la joke, je pense que c'est sur Reddit. The Anime Experience. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ah, ben écoute, on a des équipes de Noirs, on a des équipes d'Asiatiques. C'est ça. Les couples ont été gardés ensemble. Naomi a switché avec les Usos. Les couples mariés, les vrais couples. Andrade vient avec Zelina. Zelina s'en va à Raw rejoindre son nouveau mari, Aleister Black. Ouais. Donc ça, c'est bien. Andrade perd sa blonde, par exemple. Andrade perd Charlotte, mais en même temps, ça, c'est un nouveau couple. Là. Je pense qu'au moins, on s'arrange pour que les couples établis, sérieux, puissent être sur les mêmes brands. Maintenant, tu as Raw avec la fille de Riot Squad, là, que j'oublie son nom, qui vient de se marier. Sarah, ils ont un mariage de vikings, justement. Oui. Tout est dans tout. Là, l'expérience viking. Quelques splits d'équipe, par exemple. Bon, justement, Riot Squad, parce que là, Liv Morgan passe à SmackDown. Ouais. Ça, c'est triste, mais en même temps, il faisait rien avec le squad. C'est l'équipe heel qui sont là pour perdre contre les gentils. Fait qu'anyway, même si on aime Ruby Riott puis qu'on aimerait ça la voir être poussée,
Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Je pense pas qu'ils vont le faire, mais ça veut peut-être dire qu'ils ont des plans pour Liv Morgan, par contre, qui était la moins talentueuse dans le ring, mais côté charisme et côté personnage, je pense que c'est elle qui a fait la plus belle progression. Là. Ça fait 2 ans qu'on a le Riot Squad. Puis c'était beau de voir les filles sur les réseaux sociaux, les partager des vieilles photos. Ils étaient très, très émus. Ces 3 filles qui étaient comme vraiment très proches, qui ont vraiment bondé ensemble. Puis je trouve ça triste, moi, de les voir être séparés. Contrairement à Roode et Gable, je pense que ça, c'est un split qui fait du bien à tout le monde. Enlevons Bobby Roode dans le chemin de Chad Gable. Parce que pour moi, c'est ça. S'il y a un futur dans ce duo-là, c'est Gable qui l'a. Puis... Ils n'ont même pas runné l'angle des splittés. Ils ont fait c'est assez, là, ça a assez duré. Puis, on l'a pas vu à la télé, ça, à moins que je me trompe. Là. Chad Gable, moi, j'étais à Raw, j'ai jamais vu ça. Non. Ça a été annoncé, je pense, en graphique, là, ou peut-être même juste après. C'est ça. Tout comme Eric Twitter, Young est apparu sur un graphique, on n'a jamais eu de mention de la fin de Sanity à part dans le graphique. C'est ça, parce que là, Sanity est effectivement splitté eux aussi, juste parce que Young est envoyé à Raw, puis les autres, c'est un peu dans le néant. Là, Alexander Wolf, ils ont parlé d'NXT, puis il reste Killian Dane. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Fait un espèce de message un peu d'adieu au WWE Universe, mais le bruit qu'on entend, c'est qu'il s'en va pas. Fait qu'est-ce qu'on va le descendre à NXT? Est-ce qu'il va aller jobber dans un des 2 brands? On ne sait pas. On n'a pas vu Nikki Cross, aucune mention non plus dans les 2 shows. On sait qu'ils sont ensemble. Ouais. Est-ce qu'il va devenir The Pirate Experience? Peut-être, tout ça peut. On sait pas. Tout ça peut avec Vince. Donc c'est ça pour Sanity. C'est une triste fin, mais une fin qui était inévitable dans la manière qu'ils ont été traités sur le main roster. Oui, c'est un gaspillage total et complet. C'est ça, contrairement à ce qui était arrivé à NXT où ça avait fonctionné. Autre équipe qui a été splittée, puis ça, c'est une plus grosse conversation parce que il s'est passé bien des affaires avec ces 2 filles-là. Là, Bayley s'en va à SmackDown, donc c'est la fin du Boss and Hug Connection parce que Sasha Banks reste à Raw. Là, il y a du jus autour de tout ça. Parce que là, apparemment, à WrestleMania, les 2 filles n'étaient pas contentes quand ils ont su qu'elles allaient perdre leur titre, qu'elles allaient être splittées. Parce que ça a l'air que c'était le plan des splitter avant la crise. Parce qu'il y a eu une crise. Là. Apparemment, il y a eu presque littéralement de la crise de bacon là, dans le vestiaire. Je ne vais pas perdre mon titre. Puis là, Sasha n'est pas contente. Sasha a parlé de quitter. Là, apparemment, on l'a un peu renvoyé à la maison. Genre, là, va penser à tes affaires avant de faire des moves que tu peux regretter. Elle s'est fait renvoyer en punition chez eux. Bayley s'est fait envoyer à SmackDown et elle s'est fait huer par le public de Montréal. Elle était pas contente, ça a l'air. En coulisses, là, il y a des reports qui disent qu'on l'entendait crier puis comme flipper des tables. Là. Elle était pas contente du tout. Elle était bien en noir. Moi, je l'ai vu, j'ai comme Evil Bayley. T'as pas fait. J'étais comme parfait, elle va faire un heel turn, elle va faire quelque chose, on va envoyer ce personnage-là ailleurs. Ils vont peut-être travailler avec ça, par exemple. Là, ils n'ont rien fait visiblement. C'est encore la même Bayley que d'habitude en équipe avec Becky. Mais si ton objectif, c'est d'attaquer Becky Lynch, t'es pas la face de cette rivalité-là. Là. Ça n'arrivera pas aussi bien de prendre la balle au bon puis d'y aller. Pour Sasha Banks, on va-tu s'en ennuyer? Je l'aime beaucoup, Sasha, là, mais ça fait 2 ans qu'elle n'est pas un facteur. Là. Ça va pas bien, ses affaires. Puis probablement qu'elle se sentir maltraitée. Elle a quand même une place. Elle se fait donner le titre par équipe comme un nanan, elle se le fait enlever. Elle a une rivalité un peu broche à foin avec Bayley. Ça se pourrait qu'elle ait juste plein son casse, mais les alternatives féminines sur la scène indépendante, on a beau dire qu'il y a eu une montée de la lutte féminine, c'est pas le même deal qu'un Dean Ambrose qui dit bon, qui c'est qui me donne un gros chèque? Sasha Banks, c'est pas un gros chèque qui l'attend, ça s'en va de la WWE. Je sais pas, elle est sûrement. Elle est déjà sous-payée à la WWE. Elle fait partie de la braquette de femmes. Je pense que les salaires étaient sortis. Là. Elle était autour de 150 000 par année. C'est ça, okay. Les top performers féminins, c'était Charlotte, Becky, Ronda. Ronda était beaucoup plus haute, mais Becky et Charlotte, c'était du 400-500 000. Alors que les mid-carter masculins gagnent ça. Puis des filles comme le Riot Squad et compagnie, on parle de 80 000 par année. Là. Mais on le sait, c'est pas compliqué. En plus, que ce que Sasha a besoin, c'est de revenir à son vrai personnage de boss, qui est heel généralement. Ça a toujours plus fonctionné. Quand elle a eu une petite histoire de 3 semaines avec Ronda Rousey, elle n'a pas eu le choix de jouer dans ces cordes-là. Puis
Puis c'est toujours plus efficace pour elle. C'est là qu'elle est à l'aise. C'est là que son personnage fonctionne, je pense. Ouais, puis en plus, tu sais, si, mettons, elle décide de plus bouder, le chemin est ouvert à Raw. Là. Lacey Evans ne va pas détrôner Becky Lynch. Là. Donc, un coup que ça c'est fait, elle a le chemin ouvert pour aller en rivalité directe parce que Raw, il reste Natalya, il reste Beth Phoenix si elle revient pour vrai, il reste Tamina, Nia Jax est blessée. Il reste plus rien là, à Raw. La division féminine est vidée. Là, donc, c'est à Sacha de le prendre. Là, apparemment, elle est bookée pour Money in the Bank. On sait juste pas si elle va être là, si elle va être revenue dans les histoires, si elle va se pointer. Ils vont-tu la mettre dans le match d'échelle? Je sais pas. T'as des reflux. Depuis tantôt, j'ai toujours peur que tu me pètes aux frettes pendant le show. J'achève. Tu veux-tu prendre une gorgée d'eau? Es-tu correct? Ça va. Je vais peut-être en prendre une tantôt. C'est bon. Un autre qui est pas content, c'est Luke Harper qui a annoncé cette semaine qu'il avait demandé son release de la WWE. Release qui ne sera pas nécessairement granté, mais il reste juste 6 mois à son contrat. Donc on quelque chose comme octobre, je pense. On va peut-être l'envoyer à la maison, ça sert. Puis c'est un drôle de move de le faire publiquement. Peut-être qu'il voulait avoir un peu de traction ou générer un buzz. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Luke Harper. On l'a vu brièvement à Access. Là, il y a eu un petit combat contre Showden. On l'a vu à WrestleMania. Il y a eu un. Il a été présent dans Battle Royale. Sur place, il y a eu un pop. Je sais pas comment ça sortait à la TV. C'est vrai. Il y a eu son dernier chèque de WrestleMania. Puis je pense qu'on ne le reverra plus. Ça va être ça. Ils n'ont pas d'intérêt à le libérer. Ils n'ont rien à gagner à le faire. Fait qu'ils vont probablement juste l'envoyer à la maison, se poigner le bacon. Il y a toujours la possibilité de friser son contrat parce qu'ils peuvent faire ça avec des lutteurs qui refusent de lutter. Fait qu'ils gèlent leur contrat. Fait qu'ils les payent, mais le contrat échoue pas. Sauf que là, rendu là, est-ce que tu veux payer quelqu'un juste pour pas qu'il ait lutté ailleurs? C'est peut-être beaucoup d'argent. Ce serait surprenant que ça arrive, mais... Tout ça pour dire que probablement que d'ici la fin de son contrat, on risque de ne pas le voir beaucoup. Puis ça serait un mauvais move de relations publiques. Là, il revient de blessure en plus parce que tu pourrais réclamer les mois de blessure pour les rajouter à son contrat. Le rendu là, tu sais, comme laisse le gars aller. Ils ont annoncé The Shield. On va voir leur dernier combat en house show. Ils vont le présenter sur le network. Dimanche. Je pense pas que c'est la carte au complet. Ça a vraiment juste l'air d'être The Last Shield Experience. Ouais. Probablement que ça sera même pas live. Je pense qu'ils vont le packager juste pour le passer sur le network. Parce que il me semble que le dimanche, il n'y a pas de house show de la WWE. Il me semble que c'est samedi. C'est vendredi, samedi. Parce que il me semble que les gars sont en congé le dimanche. Donc, peu importe. Ça va être sur le network. Juste pour en parler, juste pour vous dire que ça existe, qu'il va y avoir ça fluffy, là. Sinon, il y a plein de petits noms, par exemple, qu'on n'a pas mentionnés. Ah oui, si tu veux faire le tour des petits noms. Il y a des petits noms, tu sais, comme dans ce qui est intéressant, qui pourrait avoir un petit impact. Andrade, on l'a dit vite, moi je suis content. Les Usos, on l'a dit vite, ça va faire du bien à Raw d'avoir une équipe solide. À eux autres aussi, parce que ils sont bons les Usos, puis là, d'avoir d'autres gens dans les pattes. Puis un Usos Revival, il y a du fun à avoir là-dedans. Là, est-ce que Cesaro... Est-ce que The Bar est split? Parce que là, on a vu Cesaro à SmackDown avec l'entrée de The Bar. Ils n'ont pas été mentionnés dans les noms. Fait que techniquement, The Bar est encore à SmackDown. Sont-ils à Raw ou à SmackDown? The Bar est à SmackDown. Parce qu'il est en rivalité avec les Usos puis New Day. Ah oui, c'est ça. Okay. Fait que dans le fond, c'est juste qu'ils ont juste mis Cesaro dans le combat à 3 contre 3. C'est ça. Ils ne sont pas split puis ils ne sont pas dans les noms. Sur le coup, je pensais qu'ils les avaient splittés, mais je suis comme... Non, ça me ferait du bien. Moi, j'ai hâte qu'ils le fassent, mais bon. The Bar, c'est encore ça. Sinon, Buddy Murphy à SmackDown, j'ai hâte de voir ça. Deux call-ups de 205. Buddy Murphy s'en va à SmackDown. C'est ça? Ouais, non, Cedric Alexander. Cedric Alexander à Raw. Tu vois les reflux, c'est une petite corridor. Moi, c'était juste un rot. Puis, tu sais, en plus, lui, ils ont donné un vidéo package. Il peut remercier sa bonne étoile, contrairement à d'autres qui n'ont rien eu. Il y a même eu une mini promo. Fait il s'en vient pour nous rappeler qu'on le connaît pas, parce qu'il était à 205, je sais pas quoi. C'est ça. Donc, c'est une bonne façon de le jouer, par exemple. C'est vrai qu'on ne sait pas c'est qui. Il a été quasiment champion 1 an en donnant des gros combats, mais dans les pre-shows, dans les cartes que personne ne regarde. Puis, build-les comme ça. Il y a eu un petit pop aussi à NXT. Il est allé affronter Velveteen Dream. Donc, tu sais, ramène-les sur la map. Puis, il va bien paraître. Il est plus gros qu'Ali. Tu sais, il n'arrive pas là comme étant le nain de service. Puis, Ali a eu un gros combat contre Finn Balor. Il y a eu une semblant de présence dans le portrait pour le championnat mondial. Donc, Buddy Murphy, là, tu peux l'insérer direct là-dedans. Il est dans la lignée pour aller affronter Finn Balor ou sinon être dans le lower mid-card comme méchant. Moi, je suis curieux.
de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Il a montré qu'il est capable de faire beaucoup, parce qu'à NXT, c'était pas prometteur. Là, on était comme, bah, c'est une équipe plate. Puis finalement, il a tiré son épingle du jeu. Donc, tant mieux pour lui. Là, c'est la promotion. Là. Il y a Heavy Machinery qui passe à SmackDown. Ouais, c'est vrai. Otis et Tucker. Eux autres, on va se dire les vraies affaires. Tu sais, à la TV, dans les histoires, il n'y a pas de potentiel là. Mais ces gars-là vont avoir des jobs safe avec la WWE pendant longtemps parce que ils ont lutté sur le pre-show à SmackDown en Dark Match mardi. Ouais, à Raw aussi, il était là. Il était là aussi. Ils ont affronté le B-Team salvé. Puis il était over. Le monde réagisse, le monde embarque dans le acte. Le monde a du fun. Le regarder Otis, là, il est le fun. Fait que eux autres, ils ont des jobs steady pour moi pour un bout. On va les voir à Main Event une fois de temps en temps à SmackDown. Puis, c'est comme B-Team, là, on trouve ça plate de ne pas les voir, mais c'est une belle job safe. Puis, il était là à Raw justement contre Heavy Machinery. Le monde a réagi, il chantait le petit tune. Je l'avais jamais entendu ce tune-là d'ailleurs. B-Team, ouais, je sais pas quoi. Là. Puis, je suis comme, regarde, ça pogne en live. Probablement que des enfants dans un house show vont embarquer beaucoup là-dedans. Otis, là, tu le vois pour la première fois, puis t'es comme que c'est ça, c'est bien drôle. Ah ouais. Mais tu sais, pas besoin de le voir à la télé. Ça va être correct. Lars Sullivan à ça, je suis pas down avec ça, moi. Non? Là, j'ai eu la crainte en le regardant. J'ai écouté Meltzer après ça, son émission de radio, puis il a l'air d'avoir la même crainte, puis d'avoir entendu les mêmes échos. Ils vont la jouer, la carte qui fait peur aux femmes. Tu sais, il est arrivé dans son intervention, puis c'était qui était dans le ring? C'était Mysterio, puis... en tout cas, c'est R-Truth et Carmella. Oui, c'est ça, c'est R-Truth et Carmella. Puis l'angle que Carmella avait peur, puis l'espèce de menace qui va la maltraiter, là. Puis comme dans le temps avec Kane, puis ces angles bizarres-là, ou l'autre, Snitsky qui bottait un bébé, puis ça fait la même, là. Ça a l'air qu'ils vont la jouer, cette carte-là, du gros monstre qui fait peur aux femmes. Puis je suis comme, oh God! Pas encore. Tu sais, quand je disais d'amener Vince en arrière de la shed, là, ça c'est en haut de la liste. Là. Arrête d'aller là, c'est niaiseux. Puis moi, Lars Sullivan, j'embarque pas. Là. Il est bien gros, il est bien dominant. Puis tout. Mais là, ça fait 4 fois qu'il vient faire des powerbombs à du monde. Puis je suis comme, hey, c'est le fun. Pouvez-vous faire d'autres choses? Lars Sullivan, moi, il n'est jamais venu me chercher, même à NXT. Quand ils l'ont callé up, moi, ma réaction, c'était... Bon, fine, prenez-le Lars Sullivan, puis laissez-moi les noms qu'on aime pour vrai à NXT, tu sais. Parce que là, c'est rendu ça, là, on vit avec la peur de quand est-ce qu'on va se faire enlever le nanan de NXT pour l'envoyer être gâché sur le... Tu sais, je veux dire, le call-up de Gargano à 205, là, ça va arriver, puis ça va mourir en dedans quand ça va arriver, là, tu sais. Ce qui risque de sauver Cole, c'est que ça a l'air que Vince l'aime beaucoup. Ben, il voit du potentiel en Cole. Il est hyper over. Puis, il vend des t-shirts, puis tout ça. Mais tu sais, il y a des bons exemples. Un qu'on n'a pas parlé. Mais les gars d'Undisputed n'ont pas de futur, eux autres, malheureusement. À moins qu'ils décident de démonter vraiment avec Cole, puis pendant un petit bout de runner Undisputed Era sur le main roster. Là, eux autres ont aucun c'est plate, là, mais O'Reilly, puis... Fish ont peut-être un futur dans la division par équipe. Ils ont lutté en équipe pendant longtemps. Un gros peut-être. Là. Ben, Roderick Strong, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux autres. Roderick Strong a toujours été quelqu'un de bland, à mon avis, à moi. Puis Undisputed Era l'a sauvé. Ça l'a rendu intéressant d'être dans cette faction-là qui était vraiment très hot. Si tu le ramènes en single, en tout cas. Sa première run NXT, c'était ça. Là, comme, ils ont le prix du indie, puis il fait ce que tu faisais ailleurs, puis c'était ça. Là, il faisait des backbreakers. C'est ça, on a essayé de le vendre comme justement Monsieur Indie, là, Monsieur ROH, monsieur qui a lutté dans une petite place depuis des années, mais c'était pas assez pour créer un lien fort avec lui, puis c'est Undisputed Era qui l'a... T'as l'effet du clan. Cole va peut-être être sauvé de ça. Que ça a bien été, qu'on n'a pas parlé pendant tout, c'est Samoa Joe. Lui, il s'en va à Raw. Ouais. Parce que ça n'a pas été à TV pendant tout. Il y avait malade. Ouais, c'est ça. Fait que le championnat US est à Raw. Là, il n'y aura pas un débalancement IC US à SmackDown, puis pas de championnat à Raw. Finn a amené l'Intercontinental à SmackDown. Joe amène la ceinture des États-Unis à Raw. Je suis content pour Joe. Oui, ça va faire du bien. Là, apparemment, on parle d'une rivalité avec Braun Strowman en commençant. Fait que... why not? Oui, mais en même temps, c'est pour donner directement la belt à Braun, tu sais. Parce que Braun n'a jamais eu de titre à part
par équipe avec Nicholas. C'est pas arrivé, ça. Mais Braun a tellement ralenti. Là. Écoute, hey, son gros pop à Raw, c'était de détruire EC3, qui est rendu à Raw, by the way, si ça vous intéresse. Nobody cares. Donc, non, j'y crois plus à Braun. Moi, la balloune est complètement dessoufflée. C'est rendu un moment du Raw pour faire plaisir aux enfants que... Le meilleur bout de Braun à Raw à Montréal, c'était le petit gars qui l'imitait pour gagner un T-shirt pendant le concours entre les pauses, là, qui a crié « Braun », puis c'est ça. C'est le meilleur moment de Braun à Raw. Donc, il est rendu ça. Ce qui est correct dans l'écosystème actuel, mais c'est plus le prochain champion du monde qui va tout péter. Non, là. C'est rendu juste une grosse affaire qui fait du bruit, puis du PR, puis du poil. Absent de marque mardi, en fait, depuis WrestleMania, Daniel Bryan était pas là parce que là, Daniel Bryan est blessé. C'est blessé à WrestleMania. Et là, apparemment, on essaye de garder tout ça vraiment là, caché under wraps. Là, vraiment, on veut pas que ça sorte. Ce qui est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Ça, il s'est blessé pendant le combat avec Kofi, donc c'est pas un truc qui traînait selon ce qu'on a entendu, mais on sait pas c'est quoi. C'est-tu le cou, c'est-tu le dos, c'est-tu un genou, c'est-tu le retour des commotions? Évidemment qu'on est inquiet avec Bryan. Ça fait 1 an qu'il est revenu, grosso modo, qu'il n'a pas eu de problème de commotion, mais ça reste qu'il est sorti de sa retraite, qu'il n'était pas supposé revenir. Fait que là, si le doc lève un drapeau rouge puis il dit « Ouais, peut-être que tu l'auras peut-être pas le go », moi, je suis inquiet. Personnellement, ça aurait été n'importe qui d'autre, genre Randy Orton, je fais « Bah, il s'est busté une épaule puis on le perd 6 mois ». Mais vu que c'est Daniel Bryan, je suis comme « Ah, s'il en parle pas, c'est peut-être parce que c'est des commotions puis ils veulent être sûrs d'avoir une idée claire avant de dire « OK, c'est une absence courte, moyenne ou définitive ». Donc, ça serait vraiment plate. Il est tellement bon en méchant en plus. Là. Quand il a réussi à se faire haïr alors que tu reviens d'une retraite, c'est comme Sami Zayn qui a réussi à se faire huer à Montréal. T'es comme, ça prend un talent pour faire ça. D'ailleurs, Sami, c'est le MVP du Shake-Up. Il y a eu une promo de fou. Pour te faire flipper à Montréal, c'est que tu as quelque chose. Là. Apparemment, la promo originale, celle de la semaine dernière, ne lui a pas été écrite. Ça a été comme... c'est ça que j'ai lu, moi aussi. C'est Mark Henry qui apparemment a parlé de ça sur un podcast qui... Fait que c'est fiable, en même temps, il est à l'interne. On ne sait pas, là, mais on entend qu'ils ont vraiment donné le ballon à Sami. Tu sais, t'es méchant, tu peux faire la promo que tu veux, puis que c'est lui qui a amené ça dans cette direction-là. On le sent qu'il veut pousser, qu'il le... Puis c'était bien fait à Raw lundi. Là, on a joué avec la foule, on a fait réagir. On a comme brûlé l'énergie positive de la foule. En rejoignant la toune, puis là, Sami qui jouait aussi avec la foule. Puis là, après ça, ben, on coupe ça en faisant comme j'haïs Montréal, puis je vous haïs toutes. Puis, c'est un truc que j'ai pas revérifié à la télé. Sont-ils allés en pause pendant ce segment-là? Genre, tu sais, Alexa parle, Sami rentre, puis il repart en tourne comme 3-4 fois. Non, puis... c'était live, tout ça. Tout ça live? Oui. Parce qu'à un moment donné, je me demandais, c'était-tu juste OK, il y a une pause, puis ils veulent nous vider un peu plus? Non. Parce que c'était vraiment comme wow! Puis non, cool. ils l'ont montré, ils ont joué avec tout ça. Tant mieux. Parce que le fish in a barrel. Puis c'est ça, il l'a bien flippé, puis là, il le fait sur Twitter en plus. Fait que là, c'est clairement là qu'il s'en va. Aux States, il va être hué, out of the building. T'sais, même à Montréal, oui, il se faisait huer, mais là, c'est parce que le monde a compris. OK, il est méchant, faut embarquer, mais personne ne voulait huer Sami vraiment à Montréal. Puis, tu sais, il l'a dit à une entrevue d'un autre réseau que je peux pas nommer, que ça lui a fait du bien sa blessure parce qu'elle était prévue. C'était pas une blessure soudaine. Il savait que ses épaules étaient scrap. Qu'il avait besoin, de passer sur le couteau puis de prendre ça. Fait qu'il a pu les planifier un peu. Fait qu'il s'était planifié des voyages, un temps de repos, un temps de recul. Puis ceux qui le savent, qui le suivaient, vous savez qu'il est venu à Montréal souvent. Il est venu faire de l'impro, il est venu faire de la comédie. Fait que tu vois qu'il il a travaillé des affaires pendant qu'il était parti, puis ça paraît. Il a l'air bien, tu sais, dans le ring, il est un peu rouillé, mais ça, c'est correct, ça va y aller. Mais au micro et tout ça, c'est pas le même Sami, il y a un swag qui est différent. Puis, écoute, c'était le MVP du Shake-Up, puis j'ai l'impression que ça va être mon point de ralliement des prochaines semaines, parce que, comme je disais tantôt, moi, KO en face, on dirait que j'attends juste que l'autre soulier tombe. On dirait que c'est vraiment juste un état en attendant, puis j'embarque pas tant que ça, même avec le stunner, même avec son... Tu sais, ça paraît qu'il y a du fun, mais ça marche pas. À mon avis, c'est pas permanent. Tandis que Sami, elle pourrait être la ligne directrice vers quelque chose de le fun. Je me rappelle plus si KO en face
on en a parlé au début de l'émission ou si on en a parlé hors d'onde, parce qu'on a attendu 45 minutes après Timothée Fournier pour pouvoir enregistrer. Fait que là, je me rappelle plus, mais je pense que c'était hors d'onde. On en a parlé en onde du Big O, là. Non, ça, c'était hors d'onde. En tout cas, en gros, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça le fun. Vous le direz. On l'a-tu dit tantôt? Ou l'autre tantôt? Bref, on est sceptique. Je veux qu'on aille faire un tour du côté de l'AROH parce que là, ils s'en viennent à Toronto au mois de mai. Puis là, ils viennent d'annoncer... il y a un nouveau champion, Matt Taven. Oui. Puis ils viennent d'annoncer qui va l'affronter à Toronto. Et c'est nul autre que l'homme qui n'est pas humain, PCO. Le zombie de la ROH. Qui est en feu, là, qui est sur un streak assez spectaculaire là, depuis quelques mois. Écoute, ils l'ont clairement pas signé pour faire du remplissage avec. Là. Depuis qu'il est à ROH, il a gagné 2 ceintures. Il en a perdu une des 2. Puis là, il y a une chance au championnat du monde. Ça va? Avec mes reflux. OK. Fait que ouais, non, c'est ça. Fait que ça va être intéressant. Puis il manquait pas non plus à partir de dimanche puis la semaine prochaine, là, nouvelle émission de la lutte à RDS. On vous présente justement 2 combats de PCO dans les derniers mois. Combat de championnat par équipe et de championnat par équipe duo de 3. Comment vous l'appelez, de 3 de 6, c'est ça? Parce que, puis préparez-vous tout de suite, là, le championnat par équipe contre les Briscoes. C'est sanglant. C'est un petit peu violent. C'est pour un public averti. Ben, c'est ça, on va mettre les petits avertissements, puis on va laisser les gens... C'est cool pour PCO. À Madison Square Garden, il y a eu la plus grosse entrée dans les 4 équipes. Ils ont fait une entrée spéciale pour lui avec sa chaise de Frankenstein. Ils l'ont laissé amener Destro pour la première fois à la ROH. Là, il y a le title shot à Toronto pour le War of the World. Ça va être une des premières défenses de Taven, si c'est pas la première. Ils ont roulé un angle là-dessus. Ça a l'air que les gars du Kingdom ont fait un podcast cette semaine. Ils ont mis over PCO. Okay. Il y a vraiment un consensus à la ROH que, OK, c'est une run de PCO. C'est pas une run jusqu'à un championnat du monde, mais une run où on va le voir beaucoup, où on met over ses cascades, puis PCO, do something crazy. Ouais, c'est la ligne de Brody. Puis, tu sais ça, là, on a impliqué Destro. Tout de suite après l'annonce du combat, il y avait déjà une nouvelle vignette avec Destro à l'entraînement où il se fait rouler dessus par un char. Ah ouais. Le gars, il a compris que ça marche bien. Fait qu'il jongle avec toutes les balles en même temps. On lui souhaite vraiment juste que ça fonctionne longtemps. Moi, j'ai peur qu'il se tue un peu parce que son powerbomb qu'il a pris des Guerrillas of Destiny là, pendant le spectacle à Madison Square Garden, c'est pas tout le monde qui le prend. C'est juste pitché sur le dos de 6 pieds dans les airs. C'est comme, faites-moi les gars, je vais le prendre, puis on gérera après ce qui arrive. C'est un peu sa mentalité de... mal faire, puis on verra ce qui arrive. C'est pas brillant là, comme move. Non, mais de l'autre côté, il est à 51 ans. Il sait qu'il n'y en a pas 15 en avant de lui. Il y en a 1, 2, peut-être 3. Fait qu'il donne tout. Puis Toronto, c'est un jeudi, le 6 mai de mémoire, quelque chose comme ça. Puis vu que c'est une belle date. Belle date, hein? C'est le 8, toi, ta fête. C'est pas le 6, 8? C'est le 6. Bon, tu sais, ça va être ta fête à Toronto. Pas de ma fête, faux frère. Hey, j'oublie tout le temps. C'est quoi la journée de la mienne? C'est le 19 avril, c'est demain. J'ai essayé de te fiérer, ça n'a pas marché. Mais non, c'est ça. Fait que Toronto, un jeudi. Mais là, si c'est War of the World, ils l'ont pas confirmé. Ça se peut qu'il y ait de la New Japan aussi. D'habitude, War of the World, c'est les deux. Mais pour l'instant, c'est rien de mis à jour. Fait que ça ressemble à ça, le portrait de la ROH. Ouais. C'est comme, ils ont perdu plein de joueurs, mais on va pousser all-in sur PCO. Je peux pas dire j'ai ça, hein? C'est notre boy. Là. Puis là, ça va être intéressant de suivre parce que là, le championnat du monde, justement, qu'on a mis dans autour de la taille de Matt Taven, nous autres, ça nous a surpris. On s'attendait à ce qu'on donne peut-être la ceinture à Skrull dans le but d'essayer de le garder à la ROH. Lui, son contrat run, je pense, jusqu'à la fin de l'été. Ouais, ça a l'air que c'est la fin de l'année. On pensait que c'était plus bientôt, mais finalement, ça sera peut-être un petit peu plus loin qu'on pensait. Puis on s'imaginait qu'on allait peut-être essayer de tenter de le convaincre de rester du côté de la ROH au lieu d'aller retrouver ses amis. Parce qu'il s'installe. All Elite commence à sortir les combats de leur deuxième show cet été. Les billets ont été mis en vente. Puis d'ailleurs, c'est vrai, on l'a pas fait un shout-out officiel. Nos boys de Super Smash Bros. Qui s'en vont du côté d'All Elite, mais c'est pas un contrat exclusif. Evalono, Stu Grayson qui vont faire partie de la division par équipe de All Elite. Les Young Bucks les ont mis over en disant qu'ils étaient une des équipes les plus hauts. Ils ont eu des problèmes de visa en plus. C'est pour ça qu'ils n'allaient pas vraiment aux States. Ils venaient juste à la ROH quand ils étaient au Canada.
Donc là, on traverse les lignes. Leurs bookings aux States vont être avec All Elite. Mais on m'a confirmé que Uno gardait son école de Keep dans le bout de Gatineau. Okay. Donc, on va continuer de rouler les shows de lutte 07. Donc, je présume que Stu aussi là, va lutter encore. Moi, c'est ça. Moi, je suis pas énormément familier avec Stu. Evil Uno, par exemple, je l'adore. Ouais. C'est un bon lutteur, un très bon lutteur pour le gabarit qu'il a. Côté storytelling, Uno, c'est un des meilleurs au Québec. Là. Il a compris la game. Il n'y a pas, c'est un y a gars pas de shape cool de feu plus, tout, mais c'est ça. Il va pas te wower avec un 450 du haut d'une échelle au travers de 3 tables de feu. Non, mais il fait des affaires quand même impressionnantes pour un gars de sa carrure. C'est pas... Non, c'est ça. Puis, tu sais, son storytelling, c'est Stu qui fait les spots souvent dans Super Smash Bros. Okay. Si vous l'avez vu aller, Stu Grayson était champion de la FLQ pendant comme 2 ans. Sinon, il lutte pas mal du côté de l'Ontario avec Smash, avec la C4. Il sort tout le temps un gros backflip ou une grosse démonstration de force qui est vraiment out of this world en shape, là, Stu Grayson. Ouais. Fait qu'il va pogner. Honnêtement, des deux, moi, je pense que c'est Stu qui va pogner le plus, même si j'ai tendance à avoir plus de fun à regarder Evil Uno parce qu'il me raconte une meilleure histoire. Mais Stu a le prototype. C'est genre, tu penses à un lutteur, c'est la shape de Stu Grayson qui te vient en tête. Fait que s'il y a un bel exposure avec All Elite puis le droit de lutter aux States, je pense que ça pourrait y ouvrir des belles portes. Puis même Uno, je pense pas que ça va y enfermer non plus, là, mais il y a du star potential à Stu Grayson, alors que Uno, je l'ai toujours vu comme plus un joueur de soutien, mais un très bon joueur de soutien. Ça t'en prend un, là, référence de hockey. Là, ton centre de 3e trio, là, ça va être Evil Uno, tandis que Grayson, c'est ton allié. Hey, j'écoute ton genre de tous les jours depuis 3 ans. Je suis un expert de hockey, tu sauras. On salue Martin Lemay. Puis c'est ça. Puis d'ailleurs, Evil Uno, on vous le présente dans le prochain épisode de la lutte RDS, un affrontement avec Darby Allin, qui est un lutteur extrêmement talentueux sur la scène indépendante. Fait que manquez pas ça. Last Man Standing aussi entre Kevin Blanchard puis dans le fond, on commence les combats du MTLUS. Si vous n'étiez pas présent au MTLUS. Ça a été toute une soirée. On commence à vous présenter ça dès cette semaine. OK, oui. Fait que ça ressemble à ça, le portrait de la ROH. Le portrait de All Elite. IWS donne un show à la fin du mois. On va en reparler la semaine prochaine parce que je me souviens plus c'est quoi que dessus. Il y a LAX puis d'autres personnes. Puis demain, tu as 35 ans. Si je survis jusque-là. C'est pas fait ça encore. C'est pas fait, effectivement. On va prendre. Il me reste 12 heures pour raviser tout ça, mais ouais, demain j'ai 35 ans. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même. Puis là, Bourrasque, il fait sa vedette, puis il veut pas nous faire de minutes culturelles, mais t'as-tu. Attends, tu peux check. Les pattes, ils bougent. C'est merveilleux. On n'avait pas ça quand j'étais Il est déjà plus divertissant que Mathieu. J'irai pas jusque-là. Minute culturelle, non, ouais, c'est tranquille. Moi, j'avais le premier épisode de Game of Thrones dimanche passé, sans donner de spoiler. C'est pas ça de vous en parler. Écoutez Game of Thrones. Écoutez-le, là, c'est un épisode slow côté histoire, mais rempli de callback. Non seulement en première saison, mais au premier épisode. Beaucoup de scènes qui sont miroirs au premier épisode de la série. Présenter les personnages à Winterfell. C'est exactement le même pattern, mais c'est quoi, à peu près 5-6 ans plus tard en temps de Game of Thrones, dans l'histoire du récit. Pour dire que c'était bon, c'était pas mal. Puis le Bran Stare qui va devenir un meme probablement pour les années à venir. C'est un petit Chris quand même, Bran. T'as comme le goût de l'étriper un peu. En même temps, on s'entend que c'est extrêmement pratique comme outil narratif d'avoir un personnage qui est capable de tout voir et de tout savoir. C'est ça. Tu peux pas vous surprendre. Je l'ai déjà vu, puis même si ça fait 500 ans, je suis au courant. Je suis au courant de tout. Tu m'en parles, là, t'as peu, je vais aller voir. Non, c'est ça. C'est pratique. Côté minuscule, on vit la dernière stretch de Game of Thrones. Fait qu'on a un beau mois et demi. Moi, sinon, j'avais envie de... je l'ai fait sur le journal Métro, mais je veux le reploguer. Abonnez-vous au Criterion Channel. Ouais. Comme tout de suite. Il y a une période d'essai en plus, puis vous allez écouter du bon cinéma. Puis sinon, je pense que mon plan de longue fin de semaine de Pâques, c'était de hate-watcher le show de Gad Elmaleh sur Netflix. Ça m'a surpris quand j'ai vu ça. J'ai comme fait quel drôle de timing. Mais il n'y a pas de publicité pantoute. Ils l'ont sorti, puis c'est comme quasiment genre... Ouais, on l'a fait. On tourne ça depuis 1 an, puis là, on est pogné avec. Puis c'est vraiment une espèce de fausse docu-série sur la vie de Gad Elmaleh aux États-Unis,
où il y a de la misère à se faire connaître. Fait que un peu comme Mark Maron a fait avec IFC. Ouais. Vraiment un show de lui fictif, puis j'ai pas envie de voir ça, mais j'ai vraiment envie de voir ça en même temps. Fait que ça se pourrait que je hate-watch Gad Elmaleh en fin de semaine. Ben, c'est un bon plan de week-end. Sinon, en fin de semaine, ben, manquez pas, comme on disait dimanche, nouvel épisode de la lutte RDS. Puis on salue Mathieu et Bourrasque. Merci d'avoir pris sa place cette semaine. Merci à Tim Fournier, même si il nous a fait attendre. Puis on donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour un prochain épisode du Petit Paquet. Merci Stéphane. Bye bye. Ciao.